Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 janvier 2021. Alors voici quelques semaines que je n'ai pas commis de vidéo. La librairie est fermée suite à un décret gouvernemental depuis le 24 décembre 2020 à 17 heures. Et après, je suis tombé dans une sorte de, je ne vous le cacherai pas, dans une sorte de léthargie, une sorte de torpeur, car ma vie intellectuelle, ma vie de l'esprit est alimentée par la rue, est alimentée par les gens qui viennent ici à ma librairie se sustancer au niveau du désir, qui viennent aller chercher de précieux viatiques pour continuer d'exister dans ce monde qui se délite de partout. Alors, il n'y a plus de différence entre ma bibliothèque privée, personnelle, qui est considérable, comme je m'en vante régulièrement, ou je m'en targue régulièrement, et la librairie. Alors, la frontière devient de plus en plus floue entre ces deux bibliothèques. Et ma passion pour la chose littéraire, qui s'exprime à travers mes vidéos, est au fond au cœur de mon activité intellectuelle. Au fond, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un penseur non plus, je suis un passionné de la chose littéraire. Et la chose littéraire, contrairement à la philosophie, oui, la philosophie peut être une école de sagesse, je m'en suis longtemps réclamé, mais la philosophie est aussi une manière de comprendre le monde, est aussi une manière de créer des concepts, comme le disait Deleuze, une manière de saisir le monde et d'y réfléchir ouais, on me fait des saluts dans la vitrine. Ouais, la librairie est fermée au moment où je vous parle. Elle est fermée, pour mes amis européens qui ne le savent pas, elle est fermée jusqu'au minimum le 8 février. Mais la situation sanitaire s'aggravant, eh ben je doute fort que nous soyons ouverts à nouveau à compter du 8 février. Alors là, il y a des gens, au moment où je vous parle, il y a des gens qui regardent les livres qui sont exposés dans la vitrine et ils s'arrêtent, entre autres, sur un tableau de Fabienne. Et voilà. Et ils me regardent aussi, ils doivent se demander qu'est-ce que je fais. Sans doute, ils doivent se dire que je fais une vidéoconférence où je suis sur l'une ou l'autre de ces applications, WhatsApp ou Zoom ou tout ça, mais non, je suis en train de commettre une vidéo avec vous. Alors, il me gêne un peu parce qu'il n'arrête pas de me regarder. Mais depuis quelques jours aussi, depuis que j'allume les lumières de la librairie, que je vais vous montrer le bordel de la librairie en conclusion de cette vidéo-là. Parce que c'est déjà ma propre bibliothèque est dans un bordel inimaginable. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai partagé sur ma page une vidéo de Maurice Hollander. Je vous invite à aller la regarder d'ailleurs, qui parle de sa bibliothèque comme d'une installation. Alors ça, c'est très intéressant. C'est toujours comme ça que j'ai vu ma propre bibliothèque. Une génératrice d'existence, une génératrice du désir d'exister. Alors oui, je vous disais, la philosophie nous permet nous offre des outils pour appréhender le monde, mais la littérature, elle, nous offre des outils pour nous transformer, nous. Alors, on ne demandera pas ça à la philo, hein, mais on va demander ça à la littérature. Des outils de transformation. Ben non, il y a encore quelqu'un d'autre. Je vais aller lui dire que je suis fermé. Attendez. Bonjour, Richard. Vous êtes fermé, c'est ça? Parce que j'ai vu. Ben, j'ai vu. Ben non. Merci. C'est quand même incroyable. Hein? Depuis des jours, donc, je travaille à la librairie. J'ai tellement de boulot, mais les gens se pressent devant la vitrine, ils se pressent devant la porte.
Ici, c'est Richard qui est un passionné total de livres. Ah, je trouve ça sans retourne. Je trouve... enfin, j'en dirai pas davantage. La situation étant tellement dramatique, au fond. C'est pas... Et là, la tragédie qui nous frappe tous, collectivement, eh bien, nous révèle des choses sur nous-mêmes. Et, bon. Mais, attendez, oui, voilà. Écoutez, je me dois, donc, je peux vous confier que depuis donc qu'on est reconfiné à nouveau, je suis rentré dans une sorte de léthargie, dans une sorte de torpeur, car j'ai besoin de ma librairie. Non pas... attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ginette. Ginette. Allez. Je vais vous montrer Ginette. Vous voyez, Ginette Roussy. C'est pas une belle bête, ça? Hein, Ginette? Ouais, voilà. Hein? Hein, Ginette? Dis bonjour. Ginette qui a toute la librairie à elle toute seule, qui passe ses journées à s'y balader, qui s'est même installée dans la vitrine. Alors les gens la saluent, elle le regardent, impériale. Les passants qui se pressent sur le seuil de la porte. Alors donc, je vous disais que je suis une sorte de léthargie, alors je m'engage solennellement à faire une vidéo par jour jusqu'au 8 février. Il est possible que j'ai strictement rien à vous dire. Je vous lirai un passage d'un des livres qu'il y a ici. Mais je vous ferai probablement pas trop part de mes impressions concernant cette pandémie. Car depuis le début, donc depuis le mois de mars, j'ai choisi la voie du non-agir, la voie même de la non-réflexion. C'est plutôt étonnant pour ma part, mais j'ai choisi de me plier, de ne pas réfléchir. Je me suis admis une fois pour toutes que je n'étais ni virologue, ni épidémiologue, et que on n'avait pas besoin de mes services en haut lieu, on n'avait pas besoin de mes savantes analyses sur les virus, étant un parfait ignorant sur le sujet. Et voilà, les gens me font des saluts à travers la vitrine. C'est quand même étonnant, tout ça. Vous voyez, c'est samedi aujourd'hui. Normalement, le samedi, c'est une grosse journée. On travaille comme des fous. Mais je vais proposer sur ma page Facebook, je me suis fixé hier comme objectif, avant-hier, mais je suis parvenu hier, de proposer 50 livres à la vente. Alors, j'ai un inventaire de fou. Je vais vous faire un tour je vais vous montrer un peu, en conclusion de cette vidéo-là, tout le travail que j'ai à faire dans les prochaines semaines. Alors, il est possible que je vous rende compte de mes activités de classement, de mes états d'âme, oui, de certaines de mes réflexions sur la littérature ou la philo, mais je ne vous parlerai pas des mesures gouvernementales concernant cette pandémie, ayant choisi depuis le début d'obéir. Voilà, d'obéir et de me maintenir dans ce que je peux faire dans ma propre existence. Voilà, c'est dit, et je n'en dirai pas davantage. Mais je vais vous montrer quelque chose pendant. Alors, ça commence comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, ce qu'on a déposé. L'ami Louis, qui a déposé ceci, je vous le montre, dans ma boîte aux lettres, sachant que nous habitons au-dessus de la librairie. Bruno, le démon tentateur, ainsi que je me suis auto-qualifié, ou ça vient de lui, mais néanmoins, tous les deux avons entériné ce qualificatif de démon tentateur qui me va à ravir. Car j'expose à l'envie des tentations permanentes. Alors, il y avait ça. Il y avait un petit mot que je vais vous lire. Ici, je vous montre, vous voyez, une belle écriture, je la montre. Voilà. Et un petit livre qu'il a lui-même fabriqué, que je vais vous montrer. Alors, l'apparition Bobo Boutin. Alors, un petit livre sans texte. Alors, qu'est-ce qu'on y voit sur la première image? Quelqu'un qui semble lire. Ah non, il est sur son ordinateur en train d'écrire. Avec des images un
un peu salace, un peu obscène. Voyez. Alors, il a fabriqué cet objet en avril 2020. Une activité de création pendant le cœur de la première vague de la pandémie. Salut Bruno, voici un petit livre que j'ai fabriqué moi-même dans son entièreté. Comme tu peux voir, il n'y a pas de texte. Je les ai supprimés à la dernière seconde, laissant au lecteur le loisir de faire apparaître l'histoire qui l'enchantera. J'ai presque terminé la lecture du stupéfiant Vie et destin de Vassili Grossman, dont tu avais lu quelques extraits dans une de tes capsules. J'avais été bouleversé et le suis davantage aujourd'hui, les yeux vissés sur la page 696. C'est ce que je vais vous lire là, à l'instant. Signé Louis, te souhaitant une bonne et heureuse année, santé, surprise, épiphanie. Et bien de même, Louis, je te souhaite une année pleine de lecture, ainsi qu'à ta compagne. Je vous souhaite beaucoup de lecture, parce que je pense que le lettré, la lettrée, hein, est une figure de... Pas tant de résistance, mais c'est une figure nécessaire dans ce tumulte de mots, dans ce brouhaha d'idées, dans cette espèce d'époque de plus en plus difficile à saisir, mais dont c'est la tâche des philosophes et des sociologues. Mais nous, lettrés, c'est pas juste de réfléchir au monde, c'est d'avoir quelqu'un d'autre qui va vouloir rentrer. Décidément, c'est incroyable. Je ne nous savais pas si indispensable. Je commence vraiment à croire qu'on offre un service indispensable. Alors, je vous montre la version dans laquelle j'ai lu Vie et destin de Vassili Grossman. Et il existe aussi une version poche. J'avais commencé par la version poche. Et quand je suis tombé sur le grand format, j'ai jeté mon dévolu sur le grand format. C'est vrai, j'ai parlé à quelques reprises de ce livre, qui est un livre extrêmement important. Un des plus importants que j'ai lus dans les 20 dernières années. Voilà. Et lecture non pas fondatrice, parce que mes lectures fondatrices, elles ont été faites autour de ma petite vingtaine, mais celle-ci, elle est majeure. Alors, il faut s'y cramponner, il y a beaucoup de personnages, vous savez comment ça fonctionne avec les Russes. Ils ont des patronymes divers, et il faut prendre des notes pour les suivre à la trace. Alors, c'est un roman choral qui se déroule à la fois pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce que les Russes, que les Soviétiques avaient appelé la Grande Guerre patriotique, et c'est comment aussi les structures ont intégré l'antisémitisme qu'ils avaient combattu, incarné par les nazis. Alors, c'est assez curieux comment on peut devenir aussi l'ennemi que l'on combat, hein, selon la formule nietzschéenne, l'homme qui regarde trop l'abîme, je cite de mémoire, comme d'habitude, l'homme qui regarde trop l'abîme devient abîme. Alors, c'est un livre extraordinaire et je vais vous lire la page 696, en espérant qu'elle est conforme. J'ai tenté de retrouver dans ce fatras de papier la version format poche, mais je ne l'ai pas trouvée. Et c'était là l'endroit où se dessinait vaguement dans l'obscurité la dentelle de pierre des maisons de la ville, que Bach avait commencé à vivre sa vie de Stalingrad. Le ciel noir de septembre, constellé d'énormes étoiles, et les flots troubles de la Volga, les murs des maisons encore brûlants après l'incendie, puis les steppes de la Russie du sud-est et la frontière du désert asiatique. Les maisons de l'ouest de la ville étaient noyées dans l'obscurité. Seules émergeaient des ruines couvertes de neige. Là était sa vie. Pourquoi donc avait-il écrit cette lettre à sa mère lorsqu'il était à l'hôpital? Elle avait dû le montrer à Gubert. Pourquoi s'était-il confié à Lénard? Pourquoi les gens ont-ils une mémoire? On voudrait parfois pouvoir mourir, cesser de se souvenir.
Comment avait-il pu prendre un moment de folie ivre pour la vérité profonde de sa vie et faire ce qu'il n'avait jamais fait durant de longues et pénibles années? Il n'avait pas tué d'enfant. Il n'avait jamais arrêté personne. Mais il avait brisé la digue fragile qui séparait la pureté de son âme des ténèbres qui bouillonnaient tout autour de lui. Alors le sang des camps et des ghettos avait déferlé sur lui, l'avait saisi, emporté, avait effacé ce qui le séparait des ténèbres auxquelles il appartenait désormais lui-même. Comment tout cela était-il arrivé? Était-ce la folie, le hasard ou les lois de son âme? Ce matin, Fabienne et moi avons eu une discussion assez échevelée. On a des discussions tous les matins, on refait le monde, elle et moi. On se prend 2 cafés, généralement, pas généralement, c'est toujours moi qui fais le café. Et j'ai toujours cette formule, le café de madame est servi. Alors, on débute notre journée, on échange sur nos impressions de la nuit, nos rêves. On établit un programme aussi pour la journée. Quand la librairie est ouverte, l'horaire lui-même dicte le programme. Et on s'échange des points de vue, on a des idées, on réfléchit. Et ce matin, on n'a pas eu un différend, mais je pense qu'elle trouve que je manque un peu de compassion par rapport à tout ce qu'on vit. Et je ne vais pas m'expliquer ici sur ce qui pourrait apparaître comme un manque de compassion, mais pour moi, la vie, il y a une dimension absolument tragique à l'existence. Et que peut-être la seule façon d'obvier la tragédie inhérente à l'existence, c'est la médiocrité. La seule façon de ne pas avoir une vie tragique ou de ne pas accepter le tragique de l'existence, c'est la médiocrité. Toutes les précautions, toutes les assurances qu'on se donne. Et on s'interrogeait, elle et moi, et là-dessus on était plutôt d'accord sur la puissance du désir, de la nécessité d'être porté par son désir. Et nous faisions cette constatation-là, elle et moi, que nous avons beaucoup rencontré de gens au cours de notre vie qui se plaignaient d'être dépourvus de désir. Comme dans la fameuse chanson de Starmania, « Je sais pas ce que j'aime, c'est ça mon problème ». Alors des gens qui ne savent pas ce qu'ils aiment, qui ne savent pas ce qui les porte. Et Fabienne jugeait que ces gens-là n'étaient pas responsables, d'une certaine manière, de ce manque à désirer. Pour ma part, je lui opposais que, à partir du moment que tu constates que dans ta propre existence, tu as peu de désir, ou tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas tu ne sais pas par quoi tu es porté, eh bien, tu as l'obligation d'y réfléchir, que tu ne peux pas éluder sur le seuil de ce fait de ne pas savoir reconnaître ton désir, de ne pas savoir reconnaître ce qui te porte. Tu avais l'obligation d'y réfléchir. Mais les aléas de l'existence parfois ne nous permettent pas d'y réfléchir, peut-être. Ça, c'était l'argument de Fabienne. Et elle jugeait que mon attitude par rapport à ce manque du désir, était assez intraitable au fond. Entendant par là que elle et moi étions des êtres de désir, de fort désir, que c'était un privilège que nous avions reçu
d'être portés par un élan, et que les gens qui n'avaient pas cet élan-là, eh bien, il fallait les comprendre. Et moi, je disais que quelque part, je refusais de les comprendre. Parce que je pense que quand on arrive à cette conclusion-là, que nous ne savons pas ce que nous aimons, eh bien, nous avons l'obligation d'aller creuser les raisons. Nous avons l'obligation de trouver des réponses. Et peut-être qu'on ne trouvera jamais de réponse, mais d'éluder sans cesse ou de trouver sans cesse des explications extérieures, la société, papa, maman, l'économie, l'histoire, la généalogie, eh bien, qu'on aura toujours des explications, mais qu'il fallait s'en débarrasser de toutes ces explications-là pour aller toucher le noyau dur, et que si au terme d'une quête douloureuse, difficile, on parvenait à constater que finalement nous n'aimons rien, eh bien là, il fallait peut-être entrer dans un processus d'acceptation qui relevait presque de la tragédie. Je n'aime rien, voilà, telle est ma tragédie personnelle. Je n'aime rien. Rien me porte, rien m'oblige à me lever le matin et trouver le monde extraordinaire. Hein? Cette fameuse phrase de Kafka, dans ton combat contre le monde, seconde le monde. Voilà. Mais peut-être ai-je tort. Depuis longtemps, je me suis octroyé le droit d'errer, le droit à l'erreur. Hein? Voilà. C'est tout. Alors, je vous reviens demain. Je ne sais pas demain de quoi je vais vous parler. Sans doute du livre de Cécile Guilbert que j'ai terminé. Et cet autre livre que j'ai commencé, que je vous montre à l'écran, La haine de la culture. Pourquoi les démocraties ont besoin de citoyens cultivés, de Konrad Paul Liesmann. Et Liesmann est un philosophe et essayiste autrichien, professeur à l'Université de Vienne. Il est l'auteur d'une œuvre importante en esthétique et en théorie de la culture et des médias. Alors, voilà. Bon, ça va se lire rapidement, ça a à peine 200 pages. Le genre de livre qu'on lit assez vite. Mais voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, vous avez été quelques-uns, en fait, un. À me dire, si vous aimez mes vidéos, allez mettre un petit j'aime. Mais je pense que si vous m'avez écouté pendant 23 minutes, c'est en soi, ça vaut bien tous les petits j'aime du monde. Et voilà. Mais on se reparlera de tout ça au cours de l'année. Mais je vous reviens demain. Il faut que je me secoue les puces. Il faut que je... Ah non, je vous ai promis qu'on se baladerait. Ouais, d'accord. Voilà, je pars. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le bordel de la librairie. Bordel que j'ai créé de toutes pièces.